Et nous revoilà, toujours en direct. Ça fait 8 heures, 7 minutes, 27 secondes qu'on est en direct, qu'on est toujours chaud. T'es chaud? Oui. Et bien, ça tombe bien parce que là, on va retourner dans un sujet, dans le vif d'un sujet qui va être celui du TDAH et des addictions. Et on va parler en particulier des jeux vidéo. Bon, alors, vous savez que c'est un sujet qui va me tenir à cœur. Si vous êtes on m'a balancé pour Minecraft. Du coup, Seb est aussi balancé. Moi, je ne vais pas intervenir. Le TDAH, c'est le domaine de Seb. Donc, je vais m'asseoir et puis je vais vous regarder. Donc, bienvenue Ruben, déjà parmi nous. Écoute, c'est un grand plaisir d'être là et de venir effectivement parler d'une thématique qui, moi, m'intéresse doublement, j'avoue. Donc, moi, je travaille beaucoup justement dans les troubles de l'attention avec ou sans hyperactivité et grand fan de jeux vidéo. Donc, c'est vrai que cette question aujourd'hui est très, très, très développée. Hein. On retrouve d'ailleurs pas mal de choses sur le sujet, très contradictoires d'ailleurs dans le TDAH, avec des gens qui vont parler justement d'addiction aux jeux vidéo. Et d'autre côté, je vois quand même pas mal de choses autour de utiliser les jeux vidéo comme aide au TDAH. Donc la balance qui est là. Donc je pense que tu vas intéresser plus d'une personne ici sur la thématique et moi le premier, je ne te cache pas. Donc on va donc te laisser la parole. Ah non, Maëva veut intervenir. Pas de diagnostic sauvage, hein. Je ne veux pas être stigmatisée. Et donc, écoute, on va alors te laisser la parole et ton intervention sur le sujet. Nous, on prend les questions sur le côté, on va tout suivre et après, on s'organise un moment justement d'échange autour de la question. Et donc, sur ce, on va te laisser la parole pour te présenter et présenter ton intervention. Super, merci beaucoup. Merci Sébastien, merci Maëva et bon anniversaire aussi. D'abord, je m'appelle Ruben Miranda, je suis neuropsychologue, je travaille à la Pitié, dans un service qui travaille avec des troubles neurodéveloppementaux chez l'adulte. Donc, basiquement, autisme, mais aussi TDAH, troubles 10. On fait surtout des diagnostics, mais on fait aussi de l'accompagnement. Le but aujourd'hui, comme on a dit, c'est parler de... Faire voir surtout aux étudiants de psychologie quelle peut être la démarche que j'ai. Oui, je reviens parce qu'avant, en fait, j'ai travaillé pendant 5 ans en un service d'addictologie. Dans ce service d'addictologie, j'ai travaillé spécifiquement avec population adolescente. Et j'ai eu pas mal de populations addictes aux jeux vidéo et avec des addictions comportementales tout court. Donc, l'idée aujourd'hui, c'est faire que je voudrais vous expliquer que la démarche qu'il peut avoir dans ma tête quand il vient un patient avec une addiction, pour que surtout les étudiants de psychologie, ils se fassent une idée très précise de qu'est-ce que peut être le travail d'un neuropsychologue avec une population addicte quand ils s'affrontent au TDAH. Je vais faire une brève introduction de la comorbidité entre l'addiction et le TDAH, et après je vais présenter 3 petits cas. Et avec chaque cas, je voudrais bien qu'on ouvre un peu le chat pour répondre entre tous à certaines questions, si c'est possible. Donc, si vous voulez, je commence. Je vais partager l'écran. Je viens de le faire, non? Vous ne le voyez pas, non? Non, pas pour le moment. Sinon, j'ai partagé le mien, d'accord? Ok, si tu veux. La présentation. Mais du coup, je ne peux pas la contrôler, non? Non, non. Vas-y, réessaye. Ici, une fois, fenêtre de l'application, PowerPoint, partager. Ah, il ne veut pas. Non, bah, je vais le faire. Et tu me dis passe la page et je passe la page. Super. Donc, tu peux passer la page.
Merde. Je sais pas comment on fait. C'est bon. Ok. Donc, les critères de TDAH chez l'adulte sont les mêmes, effectivement, les mêmes que chez l'enfant. Symptômes d'inattention et symptômes d'impulsivité et hyperactivité. La manifestation de ces symptômes, par contre, c'est un petit peu différent chez l'adulte. Les symptômes d'inattention chez l'adulte, on voit des difficultés avec les travaux qui sont pas très intéressants, avec les papiers bureaucratiques aussi, la perte des clés, les portefeuilles, la procrastination, le fait d'être peu efficace et peu organisé, la difficulté à gérer le temps. On passe. Et par rapport à la hyperactivité et l'impulsivité, donc l'aversion aux réunions, la difficulté à rester en place, le fait de s'ennuyer dans des tâches non stimulantes, la frustration, la gestion des émotions. On peut passer? C'est pas très pratique, ça. Et comme pour l'enfant, ces symptômes, ils doivent présenter, surtout avoir un retentissement fonctionnel, présenter un caractère excessif, être présent au moins depuis 6 mois et être observé avant l'âge de 12 ans. À différence de l'enfant, il y a eu au moins 5 symptômes présents, 5 et pas 6. J'espère que vous me comprenez bien, il y a un petit accent, mais on peut pas. La plupart des gens disent qu'ils adorent ton accent. Ah, c'est génial. Et la plupart. Non, tous, c'est les autres qui disent pas, en fait. Avance, Maëva. Et du coup, bon, comme chez l'enfant, on a souvent une présentation combinée, donc avec le côté inattentif et le côté hyperactif, mais il peut y avoir aussi une présentation uniquement inattentive ou une présentation uniquement hyperactive. Et la sévérité se mesure en fonction du nombre de retentissement fonctionnel de TDAH. On va passer aux critères d'addiction que peut-être on les connaît moins. Les critères d'addiction, c'est les cravings, les besoins impérieux et irrépressibles de consommer, la perte de contrôle par rapport au temps dédié à la prise de la substance ou au jeu, les temps consacrés à la recherche de cette substance ou du jeu, après la tolérance, les sévrages, donc les manifestations physiques et psychologiques associées à l'arrêt du produit, incapacité à remplir des obligations, les risques physiques, l'usage même quand il y a un risque physique, les problèmes sociaux, les problèmes personnels, les problèmes familiaux, tous les problèmes associés. Et après, la sévérité de l'addiction, il est mesuré en fonction du nombre de critères qu'on peut trouver. On avance très rapide cette première partie. Pourquoi c'est intéressant s'intéresser au lien entre TDAH et les addictions? Oui, on passe. Parce qu'en fait, un enfant TDAH, il a presque 3 fois plus de risque d'avoir un trouble d'usage de substances à l'adolescence. Et après, les restes de données sont un petit peu plus discutables dans la littérature, mais on dirait, il y a des données qui disent que même qu'un enfant sur 4, un adolescent sur 4 présentant un TDAH, il y a également un trouble d'usage avec substance. Et un adulte sur 2 présentant un TDAH, il pourrait avoir un trouble d'usage de substances. Je répète, ces données sont un petit peu discutables, mais quand même, ça correspond assez à ça que j'ai vu dans ma pratique clinique aussi. On peut continuer. Et au contraire, quand on recherche dans la population addicte, dans la population avec un trouble d'usage de substances, ça c'est une méta-analyse qu'ils ont fait en 2012, on voit environ, je pense que une moyenne de 23% des patients qui présentent un TDAH associé. Donc 1 sur 4. Si on continue. Ça, c'est vrai pour toutes les substances. C'est moins fort pour l'alcool et pour le cannabis, mais c'est beaucoup plus fort pour les cigarettes, pour les opiacés et surtout pour les cocaïnes. On peut avancer. Ça, c'est encore plus fort, plus prononcé s'il y a un trouble de conduite associé.
on dit que les troubles de conduite associés, les troubles d'opposition et les troubles d'anxiété pendant l'enfance sont trois facteurs qui peuvent modérer l'association entre les TDAH et les troubles d'usage de substances. Donc, du coup, si vous devez retenir quelque chose, c'est que les TDAH avec une addiction, ils vont présenter une addiction plus sévère, avec un âge de début plus précoce, un plus grand nombre de substances consommées et un plus grand nombre de diagnostics psychiatriques. Et une moindre probabilité, non, en arrière, et une moindre probabilité de continuer le traitement. Et ça, c'est aussi vrai pour les addictions comportementales. C'est assez bien vu. Maintenant, oui, on peut avancer, s'il te plaît. Trois cas cliniques inventés ne sont pas réels, mais ça va nous permettre d'exposer certaines idées qui sont clés. Le premier, Timothée, 17 ans, en terminale. Il a eu un diagnostic de TDAH pendant l'enfance, jamais il a pris de médicaments. Par contre, il a eu un suivi avec un ergo, un psychologue. Ça s'est passé plutôt bien. Mais maintenant, il n'arrive plus à suivre les cours. Ses parents, ils l'amènent au psychiatre, très préoccupés. Et les psychiatres, sachant qu'il a eu un diagnostic de TDAH pendant l'enfance, ils les proposent d'introduire la Ritaline. Et nous, on les voit en consultation et on découvre qu'ils consomment 5-7 grammes de cannabis par jour et les week-ends, ils consomment de la cocaïne et que la cocaïne les fait un bien fou. Et ça la pèse. On peut avancer? Même 2 fois. Et on peut avancer la diapo? Oui, en arrière. Super, ici. Est-ce qu'on pourrait ouvrir le chat pour essayer de répondre tous ensemble à cette question? Moi, j'ai le chat, donc je vais voir les questions des gens. Donc, t'inquiète pas, je te les transmets s'il y en a. En fait, par contre, maintenant, Maëva, il a changé les... Et pourquoi elle a rechangé? Maëva, elle est informatique. Voilà, il illustre avec un cas pratique TDAH. C'est en direct. On a besoin de toi pour les Allez. Encore. Oui. Encore. Et, voilà. Donc, première chose à savoir, quelles sont les demandes de Timothée, des parents, des psychiatres? Est-ce que c'est la même demande de tous les trois? Du coup, comment on fait? On essaie de le faire un petit peu interactif, on essaie de voir si la gens peut répondre aux questions. Il y a assez de gens dans le chat pour clairement leur poser les questions. Donc oui. Les demandes de Timothée des parents du psychiatre, est-ce qu'elles vont varier? Est-ce qu'elles vont être les mêmes? Il y a un petit décalage entre les réponses que je vois et les... Oui. À peu près 30 secondes entre toi quand tu poses une question et le chat qui répond. Donc dites-nous un peu votre avis sur la question. Donc vous avez les questions qui sont là sous les yeux. Voilà. Donc là, on a le chat YouTube, je pense, que Maëva nous met à disposition. Timothée ne semble pas être demandeur, dit Magali. Effectivement, en tout cas, on ne sait pas trop. On ne sait pas trop, il faudrait le demander. On ne peut pas donner par supposé ni qu'il n'est pas demandeur, ni le contraire. Il faut bien commencer pour lui poser la question à Timothée, qu'est-ce qu'il en pense? Est-ce qu'il trouve qu'il a une difficulté? Est-ce qu'il est d'accord avec ses parents qu'il a une difficulté? Est-ce que ça les gêne? Quel est en concret son problème avec les études? Ok, donc les questions arrivent, les réponses arrivent. Timothée, il va sûrement pas avoir envie d'arrêter la cocaïne. Pas forcément. Il faut pas présupposer rien. Il faut vraiment demander à Timothée qu'est-ce qu'il veut, qu'est-ce qu'il pense, qu'est-ce qui lui pose des problèmes. Et comme vous dites, probablement, si la cocaïne lui fait du bien, il ne voudra pas l'arrêter. Mais on peut lui expliquer aussi pourquoi il lui fait du bien.
Les psychiatres, effectivement, Ludovic, ce qu'il sait, c'est qu'il y a un TDAH, ça me dit que l'avis d'un neuropsychologue, ça peut être intéressant, donc je vais voir avec un neuropsychologue qu'est-ce qui se passe. Donc, il y a un petit peu une confirmation il faudrait une certaine sécurité pour mettre en place la Ritaline. Mais est-ce qu'on a une sécurité que Timothée il a eu un TDAH? Parce qu'il a eu une évaluation quand même, il était très jeune. Hein, donc, Ok. Et, donc, effectivement, ça, c'est un petit peu les choses qu'on voulait faire sortir. Sébastien, je ne sais pas si tu as d'autres remarques à faire par rapport à cette première question. Bah, par rapport à la question, effectivement, tu dois avoir 3 personnes avec 3 attentes qui sont claires et différentes. Donc, c'est vrai qu'il va falloir questionner tout ça et aller creuser les demandes. Ça, c'est clair. Mais souvent, c'est le cas chez les ados et en addictos. Ouais. Quelle est l'essence d'une évaluation des fonctions cognitives ici? Est-ce que, sachant que les patients ils consomment du cannabis surtout, mais aussi de la cocaïne, est-ce que c'est le bon moment pour l'évaluer? Qu'est-ce que vous... On a des réponses on évalue les fonctions neurocognitives pour faire le point sur les forces et faiblesses du profil, afin de pouvoir voir s'il y a des difficultés spécifiques pouvant rendre complexe le maintien de l'abstinence. Vérifier les résultats psychométriques différents. Refaire une évaluation avec de nouveaux outils. On a ces réponses-là aujourd'hui. Donc, est-ce que ça a du sens dans le cas qui est présenté de faire une évaluation cognitive? Donc, l'éval des fonctions cognitives va permettre de voir s'il y a des atteintes. Je sais que c'est le cas pour l'alcool, dit Magali. On a des remarques sur il faut qu'il soit stable sur le plan médicamenteux pour réévaluer. Donc, ça revient à l'idée que peut-être le TDAH, les difficultés liées avec le TDAH, ils vont être cachées pour les atteintes du cannabis, pour les atteintes médicamenteuses, si est-ce qu'il y a un traitement médicamenteux, mais manifestement, il n'y a pas pour l'instant. Ok, donc on a pas mal de retours. Très bien. Ouais. Voir si la cocaïne entraîne des dégâts au niveau du cerveau, si la prise de substance va avoir un biais sur les résultats. Après, il fait les points sur tout. Il réfère les points sur toutes les questions. Ouais. Est-ce qu'on réévalue le TDAH alors? Parce qu'on l'a évalué pendant l'enfance, est-ce qu'on le réévalue ou comme des petits, le TDAH, probablement il est encore. En tout cas. On a une remarque sur la prise de Ritaline avec la cocaïne, que ça n'a pas d'effet notable. Pour les symptômes de TDAH. Pour les symptômes de TDAH. Oui. Alors, à votre avis, est-ce qu'on va réévaluer le diagnostic? Est-ce qu'on va refaire une évaluation complète pour poser le diagnostic, pour s'assurer que c'est bien un diagnostic de TDAH? Ou alors, au final, est-ce que c'est pas forcément nécessaire? Ça, c'est une question qui se pose énormément aujourd'hui. Hein. La réévaluation des TDAH à l'adolescence, c'est quelque chose qui est malgré tout pas fait régulièrement. Hein. Donc, est-ce que c'est une question vraiment qu'on doit avoir aujourd'hui? Oui, la cocaïne elle présente des troubles attentionnels, la cocaïne elle peut interférer, comme le cannabis dans l'évaluation. Et bravo, je pense qu'il y a pas mal de réponses de oui, il faut réévaluer les TDAH. Effet paradoxal de la cocaïne. Vous avez entendu parler? Vous savez de quoi on parle? Parce que vous savez que la cocaïne peut calmer des gens, en gros, alors qu'à la base, c'est pas fait pour. Donc, Le diagnostic clinique, en tout cas, oui. Je propose de faire une évaluation plutôt comportementale que cognitive. Effectivement, ça n'y est pas entré, mais effectivement, l'évaluation neurocognitive, attentionnelle et des fonctions exécutives, ça va nous permettre de caractériser le TDAH, mais l'évaluation, comme Joël le dit, il est complètement clinique et on va falloir prendre le DSM-5, la DIVA et le faire.
Ok, donc il y a pas mal de gens qui me disent non, on ne connaît pas les effets paradoxaux de la cocaïne, mais c'est intéressant. Donc, on va l'expliquer un petit peu. En fait, c'est un effet qu'on voit assez dans la clinique, et même si dans la littérature, ce n'est pas si clair, mais dans la clinique, on le voit beaucoup. L'idée, c'est les cerveaux, surtout les cerveaux, les régions préfrontales du cerveau, elles seraient hypoactives chez les personnes avec TDAH. Et le fait de consommer un psychostimulant, il va les permettre d'activer des régions qui sont pour mission contrôler, inhiber les fonctions cognitives, les autres fonctions cognitives. Donc, paradoxalement, l'utilisation des psychostimulants, soit l'ego, soit comme le méthamphénidate, soit illégaux comme la cocaïne, va permettre, ou les méthamphétamines, va permettre paradoxalement calmer au TDAH qu'ils vont vous expliquer. Quand j'ai prouvé ce produit, la première fois que je l'ai consommé, c'était la révélation. Finalement, je me sentais calme. C'était pas du tout pour continuer à faire la fête. Ça m'a permis de me tranquilliser. Je peux travailler beaucoup mieux avec eux. Donc ça, vous allez l'écouter souvent en Addicto. Et on peut avancer, du coup, je vais maintenant expliquer les questions. Donc, si on réévalue le TDAH, comme on a bien dit avec Magali, je pense, il faut c'est une évaluation clinique. L'évaluation clinique, on peut s'appuyer. Ici, pas besoin de faire un repérage parce que la personne, c'est déjà une personne à risque. On va directement à passer des temps avec cette personne et à repérer les symptômes dans l'actualité. Et pourquoi pas revenir sur les symptômes de l'enfance. Pour faire ça, on peut s'aider d'un outil que c'est l'entretien, la DIVA, qui maintenant il vient d'apparaître la version 5.0. Je pense qu'en français, il n'est pas encore... Si. Donc, je vais l'acheter, que c'est pas très cher. J'ai vu la version avec déficience intellectuelle, mais pas l'autre. Donc, la DIVA se présente avec une série de questions très, très pratiques, très de la vie quotidienne pour évaluer les différents symptômes de TDAH. Et après, c'est le jugement clinique du clinicien de décider si chacun de ces symptômes il est présent ou non. On avance. Il faut le réévaluer parce que le TDAH il a une prévalence importante dans la population, mais par contre, pas tous les TDAH, ils continuent avec la même problématique pendant l'adolescence et moins encore pendant l'âge adulte. Il y a des cas d'amélioration et des cas d'adaptation que la personne a pu faire. Le cannabis, on connaît bien qu'il provoque des déficits de fonctions exécutives, de la mémoire de travail, de l'apprentissage et de la vitesse de traitement. Par contre, ces difficultés au bout d'un mois d'abstinence, ils ne sont pas retrouvés. Mais pas que ça, le cannabis il provoque des difficultés de motivation, un syndrome amotivationnel. Manifestement, Timothée peut avoir de grosses difficultés pour se motiver par rapport aux études. Donc ça, il faut aussi le dire à Timothée. Et il augmente chez des personnes à risque la probabilité de faire un épisode psychotique. Ça, la personne, il faut aussi qu'il le sache. On peut avancer? Maëva? Oui. Donc, non, en arrière. Donc, on sait que les TDAH est un facteur de risque par rapport à la consommation de cannabis. Par contre, il n'y a pas de données probantes sur l'aggravation de la symptomatologie. Donc, les TDAH ne sont pas plus graves s'ils consomment du cannabis ou au moins, pour l'instant, on n'a pas de preuves à faveur de ça. Et une donnée qui est aussi assez controversée, c'est il y a une étude qui, en fait, il a trouvé que le fait de donner des médicaments pour le TDAH pendant l'enfance, il diminuait les risques après de faire d'avoir une consommation de substances illicites et aussi de la cigarette. Donc, c'est intéressant à savoir. On veut casser l'idée
Et si on donne la Ritaline de l'enfance, on lui donne un psychostimulant, si on lui donne un psychostimulant, on est en train de rendre addict à notre enfant. Non, quand c'est bien indiqué, ça peut l'aider plus tard à réduire le risque d'entrer dans les addictions. On avance? Donc, par rapport à Timothée, il faudrait évaluer les troubles d'usage de substances, les TDAH, la motivation de Timothée et de ses parents, mais aussi faire une évaluation neurocognitive. Mais comme on a dit, l'évaluation neurocognitive, ça va nous permettre un petit peu, comme il devient motivationnel, il va nous dire où est-ce qu'il est, les difficultés qu'il va trouver actuellement avec ses consommations à niveau scolaire ou à d'autres niveaux. Il va savoir qu'il va lui falloir minimum un mois d'abstinence pour qu'on sache vraiment où il est par rapport au TDAH. Et que, par exemple, s'il a des études ou des choses comme ça, qu'il va lui falloir minimum un mois d'abstinence pour être pleinement dans ses capacités. Et du coup, il faut faire beaucoup de psychoéducation avec des personnes comme ça. Il faut faire de la psychoéducation et parler de TDAH, des effets du cannabis, de qu'est-ce que c'est la motivation, des études, de la concentration. Il faut que tous ces mots-clés ils apparaissent. Deuxième cas, Hélène, 47 ans. Maintenant, on est dans un service hospitalier et la dame, elle vient à se faire hospitaliser pour un sévrage en alcool. Elle fait la consommation d'une bouteille de pastilles par jour et son addictologue, qui se connaît un petit peu, il se pose la question d'un TDAH pendant l'enfance parce qu'il a une histoire, qu'il est toujours agité, qu'il va barber, qu'il était dans la lune. On avance? Donc, comme on a fait avant, on ouvre les chats. Est-ce qu'on peut évaluer Hélène actuellement dans le moment de l'hospitalisation avec tous les médicaments qu'on donne pour le sévrage? Est-ce que c'est le moment de l'évaluer? Souvent, les médicaments qu'on donne pour passer le sévrage sont des benzodiazépines, qui sont des médicaments qui permettent surtout céder pour passer mieux les sévrages. Les symptômes physiques des sévrages en alcool sont assez graves. Ils peuvent aller à crise d'épilepsie, on parlait de choses assez importantes. On donne surtout les premiers 3-4 jours. Au bout d'une semaine, on commence à réduire. Au bout de 10 jours, souvent, on les enlève. Voilà, donc on atteint une baisse du Valium et le score du Cushman. C'est exactement ça, Joël, bravo. Probablement tu travailles avec une population addicte. Donc c'est tout à fait ça. On a deux autres questions. Est-ce qu'existe-t-il des outils de repérage de TDAH chez l'adulte? Vous en connaissez? Il faut évaluer pour voir les répercussions de la consommation d'alcool sur les fonctions cognitives. Oui, Magali. Mais la question, c'était exactement s'il fallait le faire juste au moment du sévrage, quand il était avec les médicaments, avec les benzos. Mais c'est sûr qu'après, il faut l'évaluer. Et je vais vous faire une proposition une prise en charge par rapport à ces personnes. Neuropsie en addict. Ouais, c'est plus facile pour eux. Du coup, Magali, il dit il faut l'évaluer, mais plutôt en post-sévrage, après, quand il va en post-cure, ou plus tard en ambulatoire. Ok, on verra après qu'est-ce que je peux vous proposer. Du coup, existe-t-il des outils de repérage de TDAH chez l'adulte? J'imagine que vous devrez les connaître, ils sont assez connus. Non? Donc, je commence à vous répondre si vous voulez. Il y a déjà, je ne sais pas, Sébastien, si toi tu as l'habitude aussi, mais moi, personnellement, j'aime bien la SRS, mais surtout la VURS. Oui. Voilà. En termes d'études d'ailleurs de validité, la VURS est d'ailleurs meilleure que quasiment toutes les autres échelles qui existent. Je vais vous expliquer pourquoi un petit peu. Et les cadres. Donc, super. Est-ce que la récupération des fonctions cognitives
qu'est-ce qu'il y a par rapport à la récupération des fonctions cognitives avec l'abstinence? Est-ce que ça va rester récupéré toute seule? Est-ce qu'on va faire de la remédiation cognitive? Qu'est-ce que vous pensez? Est-ce qu'il va falloir faire la remédiation cognitive ou on attend que ça se récupère toute seule? Ouais. Vous allez voir le nom des échelles après, en plus vous aurez les présentations. Bravo, Joël. Bon, donc, j'ai continué, je vais répondre largement à cette question. On peut avancer, Maëva. Donc, les outils de screening, surtout la SRS et la bourse, je vous mets les cut-off pour les versions les plus standards. Et après, pour aider au diagnostic, on a dit la DIVA. Après, si on fait le diagnostic, on ne reste pas là. Il faut aussi voir, parler avec une personne qui habite avec la personne, qui les connaisse bien, avec les patients. Et si on peut aussi parler avec quelqu'un qui l'a connu pendant l'enfance, le mieux c'est les parents, aller chercher les cahiers de notes, les bulletins de notes scolaires. Et tout ça, ça va nous aider à avoir des éléments pour faire les diagnostics de TDAH. On avance. La SRS est un outil de repérage du TDAH chez l'adulte. Sur le TDAH dans l'actualité, le problème, c'est qu'en population normale, il est très spécifique. Donc, quand on le demande à une personne s'il a des problèmes d'attention, s'il a des problèmes de concentration, si on lui demande ça dans la rue, et il nous dit que oui à tout, probablement c'est un TDAH. Par contre, si ça, on le fait avec une population clinique, tout le monde va dire qu'il a des problèmes d'attention, des problèmes de concentration. Donc, il n'est pas assez spécifique. Donc, la SRS, il se présente comme ça. C'est les 6 premières questions qui sont importantes pour les cut-off. S'il y a plus de 3 ou plus dans la partie ombragée, c'est indicatif de probable TDAH. Si on avance, il présente la bourse. Ça se présente comme ça. Et si le cut-off est supérieur à 45, avec ce cut-off, il y a une étude qui montre qu'il discrimine 86% de TDAH versus 99% des patients témoins. On avance. Et moi, j'ajouterais, pas à niveau de repérage, sinon plutôt pour après cataloguer à niveau clinique, une échelle dimensionnelle de l'impulsivité. J'aime bien la UPPS, qui nous permet d'avoir des indices, de différentes facettes de l'impulsivité, et ça nous permettra après de travailler sur différentes choses à niveau clinique. Donc, sur l'urgence, la manque de persévérance, la manque de préméditation, la recherche de sensations, ce n'est pas les mêmes choses qu'on va travailler après, parce que certaines choses sont plutôt de gestion des émotions, d'autres choses c'est plus de la planification, d'autres choses c'est plus la concentration aussi. On avance. On connaît les effets toxiques de l'alcool sur le cerveau et sur les capacités cognitives, sont variés. On avance. Et on sait bien que ça, il a une évolution avec les temps de consommation qui va jusqu'au syndrome de Korsakoff à la fin. On peut avancer. Ça, c'est dans mon ancienne équipe à Paul Bruce et à l'INSERM. Ils ont fait des études, ils ont été parmi les premiers à démontrer que l'alcool il provoquait des altérations de matière grise dans le cerveau. La première image qu'on voit, c'est tous les frontal, frontopariétal, les noyaux codés, les thalamus et les cervellets, les plus abîmés chez les personnes alcooliques que chez les témoins. Les autres, non, on ne passe pas encore, Maëva. Les autres images sont encore plus intéressantes parce qu'en fait, ce qu'on voit, c'est qu'il y a des régions en lien avec les cervellets qui sont corrélées. Et le nombre de matières blanches qu'il y a là, le nombre de fibres avec la tractographie, il est corrélé à l'âge de début de la consommation d'alcool. Et ça qui est plus intéressant, c'est à droite, il est corrélé aussi avec les scores dans le TMTV.
La ligne rouge nous indique que chez les témoins, la ligne rouge c'est pas significatif, chez les témoins c'est pas significatif. Ça veut dire que chez les témoins, il n'y a aucun lien entre le TMTV et le nombre de fibres au niveau des cervelets. Par contre, chez les alcooliques, la ligne bleue voit une corrélation assez importante. C'est-à-dire, plus de fibres ils ont, mieux ils font cette tâche. Quelle est l'hypothèse de Sandra Changro? C'est que comme le frontal il est complètement bousillé, pour faire une tâche de flexibilité cognitive, ils doivent passer pour un circuit frontomoteur pour le faire. Donc, c'est une illustration d'un mécanisme de compensation neurocognitive suite à une altération de l'alcool. On avance. On connaît bien aussi le timing de récupération spontanée des fonctions cognitives avec l'alcool. Par exemple, la mémoire, l'attention, ça se récupère entre 1 mois et 6 semaines. La fonction exécutive, c'est beaucoup plus long pour récupérer, entre 6 mois et 1 année. Et ça correspond exactement avec à niveau clinique, le psychothérapeute va te dire, c'est juste maintenant que les patients ils commencent à faire les liens entre ça, entre les concepts cliniques, qu'il avance, qu'il va beaucoup plus rapide. Les patients même, ils te disent ça. Et si on évalue le patient, il s'améliorait à niveau des fonctions exécutives. Le lien, il est clair, c'est spectaculaire. On avance. Et ça, c'est une proposition d'un groupe de travail de comment évaluer la sévérité des troubles cognitifs liés à l'alcool. Donc, en fonction de combien de fonctions cognitives ils sont altérées. C'est discutable, on peut parler. On avance. Et une proposition de tests pour les évaluer. Donc, voilà, pour que vous voyez que c'est des choses qu'on sait tous faire. On avance. Du coup, l'idée, comme on a dit avant, c'est attendre à que minimum 10 jours d'abstinence ou que les Cushman, donc c'est une échelle qui vont passer sur toutes les infirmières, une échelle clinique pour mesurer le degré de sévrage, la sévérité du sévrage. Donc, quand le sévrage est inférieur, le Cushman est inférieur à 2, ça veut dire que le sévrage le plus dur il est déjà passé, qu'il n'y a pas trop de signes cliniques de sévrage. Du coup, à ce moment-là, c'est pas mal faire une utile screening pour voir s'il y a encore des troubles cognitifs. Moi, perso, en hospi, ce que je faisais, c'est que les externes, j'apprenais aux externes à passer la MOCA. Et si la MOCA il était inférieur à 26, ou bien si l'équipe qui se connaissait un petit peu, ils pensaient que quand même les patients ils réussissaient la MOCA, mais qu'il avait quelque chose que ça allait pas, du coup, on proposait une évaluation neuropsychologique minimum, parce que ce n'était pas encore le moment, mais on proposait une évaluation neuropsychologique vers la fin de l'hospitalisation. Pourquoi? Parce que la prise en charge ne va pas être la même en fonction des résultats. On avance. Si le trouble cognitif est léger, ça n'a rien changé par rapport à la prise en charge d'un addict normal. Par contre, s'il est modéré, il va falloir faire une posture normale. Le patient il va bien manger, il va bien dormir, il va récupérer. Et à la fin, on va évaluer si ça s'est amélioré. Si ça ne s'est pas amélioré, on va faire de la remédiation cognitive. Si la trouble cognitive, par contre, sont sévères, on va faire une posture nécessaire avec spécialisé en addicto, avec un neuropsychologue qui va faire de la remédiation cognitive. On avance. Et cette remédiation cognitive, il va cibler les capacités exécutives et les capacités d'inhibition, que c'est souvent ça qui est un petit peu plus touché. On avance. L'efficacité de la remédiation cognitive, elle est assez robuste dans pas mal de troubles psychiatriques. Il y a des données préliminaires dans les addictions. On avance. Pourquoi c'est important travailler, si les difficultés cognitives sont très importantes, il faut travailler pendant la posture, parce que le déficit cognitif il est corrélé avec la motivation, avec la qualité de l'accompagnement et surtout avec la rechute. Les déficits d'inhibition sont associés à la rechute et les déficits exécutifs associés à l'interruption du traitement. C'est l'article de Noël en 2001. On avance.
On sait que quand on travaille sur les fonctions cognitives, ça s'améliore. Celles qu'on a travaillées, c'est pas très intéressant parce qu'après, il n'y a pas trop de validité écologique. Par contre, pour que la personne s'améliore à niveau, fonctionnel et à niveau clinique, il faut que le travail sur les remédiations cognitives soit associé minimum à un travail de TCC et meilleur encore à un programme intégral de réhabilitation psychosociale. En psychiatrie en addicto, le travail doit être intégral et pas que des remédiations cognitives d'un seul côté, sinon ça ne marche pas beaucoup, ou ça ne marche pas du tout. Et ça fonctionne aussi, ça c'est aussi vrai avec les comorbidités. Et on avance, Maëva. Et il y a d'autres façons de travailler les capacités cognitives. On peut passer pour travailler aussi les biais cognitifs, pour modifier les biais cognitifs. Et le biofeedback permet aussi d'améliorer à niveau cognitif. L'exercice physique aérobique et la méditation de pleine conscience. Tout ça, on a des données préliminaires qui modifient et qui améliorent la cognition des patients en addicto. On avance? Alors, j'interviens juste 3 minutes pour te dire qu'il reste 10 grosses minutes, je dirais, pour ton intervention. Super, c'est super. Donc, on passe au jeu vidéo. Ma troisième patiente, Marielle, 19 ans, sans travail. Elle a arrêté ses études car le travail en groupe était difficile et elle s'endormait en cours. Elle est isolée. Elle ne sort plus de chez elle. Il y a une notion de haut potentiel intellectuel et de TDAH, mais jamais évaluée. Elle joue à World of Warcraft. Une notion de HPI. J'ai mis ça pour parler de ça parce que pas plus tard que mardi, je me trouvais encore un patient qui venait avec une notion de haut potentiel intellectuel suivi pendant 4 ans pour son psychologue, qui pendant 4 ans, il a parlé de que probablement c'est un haut potentiel intellectuel, mais en aucun moment il l'a évalué. Ça laisse grandir des fantômes, des idées, ça laisse la personne lire, c'est pas bon. Non, si on pense quelque chose, on est des scientifiques, on l'évalue et après on extrait les conséquences. Est-ce qu'on évalue le potentiel maintenant? Non. Probablement, il y a une symptomatologie clinique à évaluer d'abord. Cette personne, elle est probablement déprimée, elle a une grosse anxiété, probablement anxiété sociale aussi. Ce sont des choses à évaluer d'abord. Et quand la personne il va aller mieux, on va pouvoir évaluer les hauts potentiels intellectuels. Est-ce qu'il présente une addiction aux jeux vidéo? Est-ce que c'est une addiction comportementale? Je réponds vite, après on laisse le chat. Addiction comportementale. Donc, dans les DSM-5, il y a pour l'instant qu'une seule addiction comportementale comprise, que c'est l'addiction aux jeux d'hasard et d'argent, l'ancien jeu pathologique. Et dans les Simmons, on vient d'introduire la notion d'usage problématique de jeux vidéo, sans parler d'addiction. Mais comme tu dis, Sébastien, c'est assez débattu. Ok, on entrera un petit peu plus en détail après. Jeux vidéo, est-ce que génère des violences? Est-ce que génère l'addiction? Est-ce que ça sert comme outil thérapeutique? C'est les choses qu'on va voir maintenant. Tu peux avancer, Maëva? Quel est le lien entre le TDAH et les addictions? L'impulsivité, sans doute. Elle, dans l'action et dans les choix et dans les traits de personnalité impulsifs. Avance. En fait, quand on a pas mal de littérature qui démontre que les personnes avec addiction ou addiction comportementale, ils présentent plus d'impulsivité dans chacun de ces aspects. Ça, c'est plus clair pour les jeux d'hasard et d'argent parce que c'est les diagnostics les plus robustes. On avance. C'est aussi vrai pour les jeux vidéo, pour les addictions à Internet et pour les achats compulsifs. On avance. Il y a un article sur la neuropsychologie des jeux d'hasard et d'argent de Van Hoerst en 2010 qui propose que l'impulsivité et l'augmentation de la dopamine dans les circuits de la récompense, mais aussi l'augmentation du niveau de sérotonine, il est typique de l'addiction aux jeux d'hasard et d'argent, et qu'il y a 4 processus psychologiques associés qui sont aussi typiques.
les sensibilités à la récompense et à la punition, attends encore, les biais cognitifs, l'impulsivité et la prise de décision. On avance. Ça, il a des implications cliniques directes par rapport à TCC, par rapport à l'entraînement des biais cognitifs et par rapport à la remédiation cognitive. On avance. Il y a un article qui s'est penché sur l'idée de qu'est-ce qui fait que les jeux sont addictifs, à part l'impulsivité. Les caractéristiques du jeu. Il y a certains jeux qui sont plus addictifs que d'autres. Parmi les plus addictifs sont les MMORPG, donc les Massive Multiplayer Online Role-Playing Games, non? Donc League of Legends, non? Si je ne me trompe pas. Je ne suis pas un spécialiste en jeux vidéo. Mais aussi les jeux First Person Shooting, le jeu où on voit en première personne aux participants, et après les MOBA, le jeu d'arena. Et quelles sont les caractéristiques de ce jeu qui engendrent un participant accro? Donc, l'immersion et le flou, le fait de se mettre dans le jeu vidéo et de déconnecter tous les problèmes qu'on peut avoir et tout ça, que le jeu soit vraiment immersif. Le fait de relationship building, donc le côté social du jeu, le côté achievement aussi, il y a ce côté de il y a des tâches à finir, il y a des choses à faire, et le côté de je maîtrise, je ne vais pas m'arrêter maintenant que je suis si fort à ce jeu, que j'ai investi autant d'heures, que j'ai fait autant de travail. Et après, il y a certains traits de personnalité qui sont associés aussi au jeu vidéo, au-delà de l'impulsivité. Vous les voyez ici, surtout les traits de personnalité évitante narcissique, le schizoïde aussi, les traits d'autocontrôle et la faible estime de soi. Et des facteurs sociaux comme la pression scolaire, le bullying, les notes, toutes ces choses-là. On avance? La corrélation entre les jeux vidéo et la violence, elle est assez controversée. Ou bien on la retrouve nulle part, ou bien il y a cette méta-analyse, qu'il a fait vraiment une analyse de plein d'articles, et il trouve une corrélation, je pense, moyenne de 0,18, que c'est assez faible. Mais une corrélation, ça ne veut rien dire. Une corrélation, probablement, ça veut tout simplement dire que les gens qui ont ce trait de personnalité plutôt violent, ils vont aller vers ces jeux vidéo qui ont des caractéristiques parfois violentes. Mais ça ne veut pas dire que le jeu vidéo rend violent. Il n'y a rien qui démontre ça dans la littérature. On avance. Au contraire, on peut utiliser aussi les jeux vidéo pour travailler aspects ou bien de médiation thérapeutique, ou bien comme Eva il fait aussi d'habilité sociale, ou bien même pour travailler des aspects comme les fonctions exécutives. Il y a des gens qui travaillent avec Minecraft, par exemple, pour travailler les fonctions exécutives. Et la vérité, c'est que souvent, les neuropsychologues, on passe des heures et des heures à chercher des outils ou à créer des outils qui soient intéressants pour les jeunes, qui soient difficiles, qui ne soient pas infantilisants. Et par contre, on a du mal à utiliser les jeux vidéo tout simplement parce que c'est mal. Parce que je ne sais pas pourquoi. Et pourtant, c'est hyper utile. Et je ne sais pas si vous voulez qu'on discute un petit peu sur l'addiction aux jeux vidéo, pour finir. Si on a le temps, ou si je m'arrête ici, on met les chats et on parle avec les chats plutôt. Ici, il nous reste encore un petit peu de temps. Si les gens ont des questions, n'hésitez pas, évidemment. Donc déjà, merci pour ton intervention qui est claire en tout cas et qui permet d'aborder la question effectivement des addictions et du TDAH, quelque chose qui fait peur à beaucoup de parents et aussi à beaucoup de professionnels de savoir comment réagir dans ces cadres-là et de comment évaluer et de pouvoir qu'est-ce qu'on fait avec ces patients-là, parce que c'est clair qu'à l'adolescence, à l'adulte, on en rencontre un petit paquet, hein, c'est sûr et certain. Donc vraiment, merci beaucoup pour cette intervention. Donc, dans le chat, n'hésitez pas à poser vos questions justement à Ruben sur ces liens par rapport à tout ça. Moi, juste en attendant peut-être que les personnes interviennent là-dessus, te poser une petite question chez l'enfant et notamment avec les parents. Est-ce que tu penses que c'est une bonne idée en prévention éventuelle de prévenir les parents d'enfants TDAH que potentiellement, il y a plus de risques de consommation, d'addiction et autres
en termes justement de prévention par rapport à ces parents pour qu'ils soient un petit peu peut-être plus vigilants ou autre. Donc de travailler en anticipation, en gros. Je pense que oui, que comme groupe à risque qu'ils sont, c'est pas mal. C'est de dire que son cerveau il est configuré comme ça, qu'on ne peut rien faire, mais surtout que l'enfant, surtout quand il est un petit peu plus ado, il entend qu'il va avoir une certaine vulnérabilité à ça, et que si bien il y a d'autres enfants qui vont toute sa vie pouvoir essayer des drogues et les utiliser pour faire la fête et tout ça, eux, si c'est le cas, vont avoir une majeure probabilité de tomber accro et d'avoir des problèmes. Donc ça, l'enfant, il a les parents, ils ont le droit de le savoir, et pour l'ado qui devient, c'est important, je pense. Et sans culpabiliser, sans faire peur, mais tout simplement expliquer ça et de dire à l'enfant, il y a des gens qui sont diabétiques et pendant sa vie, ils vont devoir contrôler sa consommation de sucre. Toi, probablement, si ton TDAH ne remet pas et tout ça, la configuration de ton cerveau, il fait qu'il va falloir que tu fasses attention à ça et que tu ne peux pas faire les excès que d'autres personnes ils font. Ouais. Donc je te rejoins tout à fait. C'est vrai que ça fait peur des fois à beaucoup de psychologues de devoir aborder ça avec les parents, en fait, de se dire, vous savez, potentiellement, il y a quand même des risques et il va falloir contrôler ces aspects-là. Donc c'est vrai que c'est une communication qui est pas simple et qui, je te rejoins sur le principe qu'elle est essentielle avec les parents. L'expérience que j'ai, c'est que ça peut faire peur, mais quand on le dit, ça fait du bien aussi aux parents parce que ce sont des peurs que eux ils sont. Oui, clairement. Alors, TDAH, addiction en général, entraîne-t-il des liens bidirectionnels? Ou alors c'est vraiment d'un côté à l'autre? Ah non, le TDAH, ça vient depuis l'enfance. Du coup, non, les jeux vidéo, ils ne provoquent pas de problèmes d'attention et les jeux vidéo, ils ne provoquent pas de troubles neurodéveloppementaux. C'est ça la question. Ouais. Ok. Qu'est-ce que tu penses des serious games pour les ados avec TDAH? C'est bien, j'ai une collègue qui utilise les serious games. Tout ça qui sont des outils de médiation thérapeutique ou des outils qu'on peut utiliser pour faire la psychoéducation ou tout simplement pour appuyer une démarche thérapeutique, c'est bien. Surtout que les trucs des serious games, c'est que sont des outils qui sont conçus de façon très ludique. Et le problème avec les personnes avec TDAH, c'est qu'elles ont du mal à accrocher au programme de thérapie. Du coup, plus c'est ludique, plus il y a une récompense immédiate, plus il y a de lumière, plus il y a des récompenses, et mieux, plus de probabilité qu'il utilise les programmes et que soit efficace. Ce qui permet de rebondir directement sur la question suivante, effectivement. Dans le TDAH, le système de la récompense a une structure modifiée, mais en même temps, les jeux vidéo apportent des récompenses rapides et immédiates. Et donc, y a-t-il un lien spécifique dans les études qui a été établi particulièrement justement entre jeux vidéo, récompenses rapides, immédiates et le TDAH? Il commence à avoir des études par rapport à ça, il commence à avoir des études, mais c'est très préliminaire. Mais en fait, les critères d'addiction, c'est pour ça qu'on ne sépare pas les addictions comportementales et aux substances, c'est que les addictions comportementales, comme les addictions aux substances, ils stimulent le circuit de la récompense. Et comme il y a cette base biologique commune, on peut les traiter comme une entité commune. Et les addictions aux jeux vidéo, on a de plus en plus de littérature qu'ils stimulent les circuits de la récompense et il commence à avoir des articles pour faire les liens avec le TDAH. Et on est vraiment c'est 2010-2011 qu'il a commencé la recherche sur tout ça. Allez, je vois l'heure avancer. Une dernière question peut-être et après. Alors une question qui est déjà revenue un petit peu pendant la journée sur le haut potentiel parce que c'est des choses qui intéressent et qui arrivent souvent. Et donc c'est Ludovic qui nous demande s'il y a des corrélations fortes ou significatives entre TDAH, haut potentiel et addiction. Là, la réponse, il me demande une heure, je pense. Mais en fait, non. La réponse courte, c'est non. La réponse longue, c'est s'il y a
si le haut potentiel, c'est un haut potentiel avec un TDAH qui est en premier plan, avec plein de difficultés, avec une souffrance importante, et il peut aller vers les addictions. Mais je ne sais pas si la différence avec TDAH addiction et TDAH HPI addiction, il faudrait les voir, mais à premier abord, je pense que non. Ok, ouais, effectivement. Moi, ce que j'avais lu, en tout cas, sans TDAH, effectivement, que le haut potentiel, c'était plutôt protecteur par rapport aux addictions de manière générale. Et là où, effectivement, et on n'a pas spécialement de corrélation plus forte entre haut potentiel et TDAH et haut potentiel et population normale. Donc c'est vrai que, par contre, effectivement, la spécificité TDAH, haut potentiel addiction, je ne l'ai pas en littérature, en tout cas, moi, je ne l'ai jamais croisé. Donc, ok, super. Merci beaucoup pour tenir le timing encore. On va en rester là. Super, Ruben, pour ton intervention, vraiment. Merci à vous. On va vraiment essayer de répondre, continuer à répondre à vos questions. Hein, évidemment, on a toutes vos questions, donc au besoin, on y reviendra. Mais en tout cas, un très grand merci pour cette intervention qui vient compléter notre journée. Et donc, juste après, il y a Jérôme qui arrive, il est déjà là. Mais avant ça, on va vous refaire une petite présentation. Bonjour Jérôme, petite présentation. Donc, merci beaucoup Ruben, bonne soirée à toi et à tout bientôt. Être psy, ça veut dire beaucoup de choses. Mais il y a une chose dont je suis certain, c'est que ça veut dire avoir des patients. Et si tu as décidé d'embrasser la voie libérale, ça va être à toi d'aller les chercher, ces fameux patients. Et pour ça, il va falloir que tu plonges du côté obscur de la force en disant un gros mot, marketing. Et à ce moment-là, c'est là que nous, on apparaît. Et pour Maëva, on a décidé de relever même un défi assez extraordinaire, puisque dans le temps qui nous est imparti, on s'est dit qu'on allait faire 3 choses. La première, ce serait de réussir à te réconcilier avec le marketing en te montrant que marketing et psychologie sont faits pour faire un mariage heureux. La seconde, ce serait même d'aller jusqu'à la folie, pourquoi pas, de te faire adorer le marketing. Pour ça, on va tricher, on va te montrer qu'en fait, marketing et psychologie, c'est la même discipline. Et enfin, en 3, ce serait dans un temps relativement court de te donner un maximum de billes pour commencer à te tracer le chemin jusqu'à la découverte et même, pourquoi pas, la signature de ses premiers patients. Programme ambitieux. Est-ce qu'on va y arriver? Écoute, la seule façon de le savoir, c'est de venir voir ça avec nous, en live ou en replay. Allez, à tout de suite.
Are you kidding me? Et c'est reparti.